Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle émission. Comme à chaque fois, je suis vraiment ravie de vous recevoir sur le plateau de Womanly Trajectoire de femmes. Et aujourd'hui encore, je sais, mais c'est pas de ma faute en fait. Je vous cherche toujours des invités de qualité, vous voyez. Donc aujourd'hui, nous recevons encore une femme d'exception. Nous recevons une femme qui a connu des combats et qui a remporté ses batailles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je ne dirais pas tabou, mais d'un sujet difficile parce que souvent le diagnostic se fait, on va dire tard ou se fait difficilement. Mais c'est quelque chose dont plusieurs femmes et certains hommes sont victimes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la relation toxique. Nous allons parler de ces amours qui nous intoxiquent, qui nous paralysent, qui nous empêchent de nous épanouir au nom du mariage à tout prix ou au nom du couple à tout prix ou bien au nom de la mort du célibat. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Francine. Bonjour Francine. Bonjour Cassandre. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je vais pas dire que tu es une spécialiste de la relation toxique, mais presque, hein, par la force des choses. Oui, oui. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement? Qui est Francine? Qu'est-ce que tu fais? Pour que les personnes qui nous regardent sachent que ce n'est pas par hasard que tu es sur le plateau aujourd'hui. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis Francine Lemans. Je suis coach de vie spécialisée dans la prise en charge des personnes justement ayant subi des traumatismes après des relations toxiques. Voilà. Ok, d'accord. Une présentation brève et précise. Alors, pour commencer, dis-nous, comment est-ce qu'on peut définir la relation toxique? C'est quoi, en fait, une relation toxique? Alors, la relation toxique, c'est toute relation qui blesse, qui fait mal. C'est toute relation dans laquelle on ne reçoit pas de la bienveillance. C'est des relations marquées de violence physique, de violence psychologique ou verbale. Ça peut être les trois à la fois. Ça peut être la violence psychologique et la violence verbale. Il peut ne pas y avoir de violence physique. Mais même s'il n'y a pas de violence physique, il faut savoir que le cerveau humain ne fait pas de différence entre les types de violence parce que c'est la même zone du cerveau qui s'active lorsqu'on subit de la violence. Donc voilà. Ok, et comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser au sujet? Parce que du coup, quand on est coach, je dis, c'est pas naturellement les sujets vers lesquels on va. Il y a beaucoup de coachs en motivation, en, comment je peux dire, estime personnelle et ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'a poussé à te concentrer sur le sujet de la relation toxique? Alors, c'est un peu contre mon gré, je veux dire, parce que de manière totalement inconsciente, j'attirais les femmes qui vivaient des situations difficiles, qui vivaient des relations toxiques. Je savais déjà que j'avais un don de conseil, mais je n'étais pas encore prête à assumer d'être coach à 100%. Donc, j'ai eu à conseiller beaucoup de femmes. Pendant que moi-même, je vivais une relation toxique, mais à l'époque, je me disais, bon, c'est des problèmes de couple, on essaie de voir comment on peut sauver le foyer, comment on peut sauver la vie de la femme, comment on peut sauver les enfants, jusqu'à ce que je me rende compte que moi-même, je suis en plein mariage, en fait, même si c'était un mariage, avec une personne toxique, et que je décide d'en guérir et de faire mon propre cheminement, voilà. Donc, c'est comme ça. Ok, mais comment est-ce qu'on arrive à identifier qu'on est dans une relation toxique? Alors, c'est le mal-être intérieur. C'est le mal-être intérieur. Lorsqu'on est dans une relation toxique, on est avec quelqu'un qui nous a séduit. Parce que j'ai l'habitude de dire que personne ne te dira oui, viens, je veux que tu sois mon pushing ball émotionnel. Viens, j'ai envie de te faire du mal. Il faut qu'on vive ensemble parce que moi, j'ai besoin de déverser ma violence sur quelqu'un. Personne ne viendra vers toi comme ça. Donc, la personne va porter un masque. Il va faire semblant, il ou elle, parce qu'on peut avoir des hommes comme des femmes toxiques. Il va faire semblant et toi, tu vas tomber dans le panneau. Donc, il y a différentes étapes qui vont amener une personne à tomber dans une relation toxique. D'habitude, c'est le love bombing. C'est la première étape. Donc, la personne va vous submerger d'amour et d'attention. Mais c'est totalement dans le but de vous amener à lui faire confiance et à faire tomber vos barrières.
Après, la personne va utiliser une autre technique qu'on appelle le sevrage. Lorsque vous avez reçu beaucoup d'amour et que en quelque temps la personne vous le retire, vous devenez comme accro. Donc, c'est très difficile parce qu'on recherche la même personne qu'on a eue au début. Et un chantage va commencer. Je continue à te donner un peu d'amour si tu te soumets à tout ce que je te fais comme malveillance. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour s'en rendre compte, ce n'est pas évident. C'est quand les personnes viennent souvent demander de l'aide quand elles ont déjà beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Donc, le début, c'est très difficile. Souvent, on est juste obligé de remarquer les dégâts, en fait. Il y a un conditionnement psychologique préalable qui fait qu'on entre dans des relations toxiques et malheureusement, on est juste obligé de sauver ce qu'il y a à sauver, ce qu'il reste à sauver. Ok, ta dernière phrase me attire ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à se retrouver dans une relation toxique? Parce que tel que tu l'as décrit, quelqu'un qui reçoit beaucoup d'amour, donc ça crée une sorte de dépendance affective, et puis qui est ensuite brutalement sevré et qui se retrouve à la recherche de l'amour qu'il avait avant. Est-ce qu'il y a des personnes, du moins est-ce qu'il y a des prédispositions qui poussent des gens dans des relations toxiques? Oui, tu l'as dit, Cassandre, c'est des personnes qui sont déjà dépendantes affectives. C'est des personnes aussi qui sont issues de familles toxiques. En réalité, de manière instinctive, on va recréer l'environnement qu'on a toujours connu. On aura tendance à avoir peur de ce qu'on n'a jamais connu. Si on a grandi dans une famille toxique où on a été négligé, sevré d'amour, où on a reçu plutôt de la violence psychologique et de la violence verbale et même souvent de la violence physique dans nos familles africaines, on va croire que c'est ça l'amour, c'est ça la bienveillance. Donc, on va adopter ce qu'on appelle la vision tronquée. On aura plutôt un prisme déformé de l'amour. On va croire que la malveillance, les gestes menaçants, les paroles violentes, on va prendre ça comme de l'amour. Parce qu'on n'a jamais su ce que c'est que le véritable amour en réalité. Et après, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un qui se comporte comme la figure d'autorité qu'on a eue dans notre famille se comportait, on va instinctivement se sentir attiré par la personne parce que c'est ce qu'on a toujours connu. On va lui faire confiance parce qu'il va ressembler au père, parce qu'il va ressembler à la mère, parce qu'elle va ressembler à la mère. Mais on est en train de se tromper tout simplement parce qu'on n'a pas été guéri des blessures qu'on a ramenées de notre famille toxique. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer un peu ce que c'est qu'une dépendance affective? Parce que pendant qu'on est en train de parler, quelqu'un va entendre ça et puis il va dire non, je me retrouve pas du tout dans cette description. C'est quoi une dépendance affective? Alors, globalement, on va dire que la dépendance affective, c'est le fait de manquer d'affection, de manquer d'amour, mais c'est surtout un besoin compulsif qui est marqué par le fait que, vu qu'on n'a pas eu notre réservoir émotionnel rempli pendant la petite enfance, pendant l'adolescence, dans le milieu familial, on va chercher des personnes qui vont nous donner des miettes d'amour. Donc, on va toujours être à la recherche de ce qu'on n'avait pas reçu lorsqu'on était enfant. Donc, c'est là où on voit un peu le cheminement addictif. On a juste celui qui va nous donner un peu d'amour, on va s'accrocher à lui et on va vouloir toujours répéter les petits gestes qu'il a donnés, les petits signes. On va se contenter de ça. On va se contenter de ça. Donc, le dépendant ou la dépendante affective est juste en train de chercher à remplir son réservoir émotionnel, en fait. Mais il faut dire que puisqu'on est dépendant affectif, c'est une démarche psychologique qui n'est pas normale. En fait, on est comme un panier percé. On est comme un panier qui va recevoir de l'eau, donc de l'amour, et qui va laisser déborder à cause des blessures. Les blessures, c'est ça, les trous du panier. Et on n'est pas capable de recevoir, on n'est pas capable de garder ce qu'on aura reçu comme amour. Donc, on est toujours à la recherche de cet amour-là qui se vide. Voilà. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut mettre aussi des personnes qui se retrouvent en fait
comme en train d'acheter l'amour qu'elle reçoit. Parce que tu disais tout à l'heure que dans la phase de sevrage, il y a une sorte de marchandage qui s'établit entre la personne toxique et sa victime, je vais dire entre guillemets. Est-ce qu'on se retrouve dans une forme oui, donc de troc ou de marchandage, c'est-à-dire je t'aime, je te donne de l'affection. En retour, si tu, je sais pas, comme tu disais, si tu te soumets, si tu te tais, si tu ne retorques pas, si tu ne réponds pas, est-ce que la relation toxique entre aussi dans ce cadre-là? Bien sûr. On est prédisposé à tomber dans une relation toxique parce qu'on va se mettre avec un manipulateur, avec quelqu'un qui aura compris que on a un problème de comportement, qu'on a un besoin compulsif qu'on n'arrive pas à combler. Donc, le manipulateur, la personne toxique va nous proposer de combler ce besoin à notre place. Il va jouer le héros, il va venir se positionner comme un sauveur, en nous faisant croire que c'est lui qui est capable de nous aimer ou c'est elle, la seule personne qui est capable de nous donner toute l'affection qu'on a toujours recherchée toute notre vie. En réalité, la personne toxique va se présenter comme le prince charmant, comme l'homme ou la femme idéale. Et on va donc tomber devant ce personnage-là. Et justement, le chantage va s'établir parce que l'autre va dire comme... moi, j'ai un besoin de violence parce que la personne toxique, c'est une personne qui est blessée et qui ne sait pas communiquer autrement que par de la violence psychologique, verbale ou physique. Donc, la personne va te dire, OK, je vais te donner des miettes d'amour, c'est un langage non verbal, hein. Je te donne des miettes d'amour, mais toi, tu me laisses te maltraiter. En réalité, c'est ça. C'est comme ça que ça s'établit et ça devient totalement... malsain en fait, ça devient un cercle vicieux dont il faut sortir rapidement. D'accord. Tu parlais également tout à l'heure des familles toxiques. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment est-ce que c'est quoi une famille toxique et comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que chacun de nous a une famille, comment est-ce que j'identifie que je suis dans une famille toxique? Vu que en Afrique, comme tu le disais tout à l'heure, on a cette façon d'éduquer qui est quand même assez stricte, assez violente entre guillemets. Alors comment est-ce que je fais la différence entre une famille toxique et des parents qui sont juste rigoureux et sévères? Alors, c'est très difficile de faire la différence parce qu'en réalité, les comportements violents sont des comportements toxiques. Sauf que on a été éduqué par des parents qui ont reçu cette éducation-là. Moi, je dis souvent que c'est un héritage générationnel qui nous est donné par la colonisation, en fait. Je te prends un exemple simple. Si notre aïeul, par exemple, allait aux travaux forcés, il recevait pas de bienveillance. C'était les fouets, c'était les coups, c'était les colibets, les injures. Et lorsqu'il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va reproduire comme schéma? Est-ce que cet homme-là est prêt à donner de la tendresse à sa femme et à ses enfants? Tout ce qu'il va faire, c'est reproduire la même chose. Et ça s'est transmis de manière générationnelle parce que après, il a eu des enfants qui ont été élevés comme ça, avec les colibets, avec les coups, avec cet environnement où il n'y avait pas d'amour. On va pas te dire je t'aime, on va pas t'embrasser le matin, on va pas bref, c'est de la rudesse en fait. C'est une éducation vraiment à la dure. On nous fait croire que peut-être les enfants naissent mauvais et qu'il faut absolument cravacher pour que le bon sorte. Et c'est ce qui n'est pas normal. Il y a beaucoup de toxicité dans l'éducation en Afrique et c'est les comportements toxiques qu'il faut enlever en fait. Donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'une famille toxique? C'est une famille où il n'y a pas de bienveillance, c'est une famille où il n'y a pas assez d'amour, c'est une famille où on ne dit pas je t'aime aux enfants, où on éduque avec de la violence physique, où on critique, on condamne, on compare les enfants, on est toujours en train Les enfants n'ont pas de répit, en fait. Ils sont menacés, ils vivent sur le qui-vive, voilà. Moi, je dis souvent que j'ai grandi avec des personnes, avec des voisins qui appelaient leur papa le Führer. Quand tes enfants t'appellent le Führer, c'est pour dire, en fait, que la figure paternelle était véritablement
oppressante, elle Ah oui, faisait peur et j'imagine. tout. Donc, il y a des papas, quand ils rentrent, le salon se vide. C'est-à-dire, l'enfant ne va pas instinctivement vers le parent. Et dans ce genre de famille, les enfants subissent souvent des abus, de la violence de la part de voisins ou même de personnes dans la maison. Mais vu que les parents ne sont pas ouverts, ne sont pas bienveillants, ne sont pas complices, les enfants ne peuvent pas trouver de la protection. Ils ne se sentent pas véritablement en sécurité parce qu'ils subissent des choses dont ils ne peuvent pas parler à leurs parents. Quand un enfant est condamné, quand on n'écoute pas sa version, quand on estime que c'est toujours l'enfant qui a tort, quand le parent n'est pas capable de se remettre en question ni de demander pardon à son enfant, parce que c'est possible, lorsque tu as fait une erreur de jugement, tu dis à ton fils ou à ta fille, je m'excuse, je te demande pardon parce que j'ai mal jugé, peut-être parce que je t'ai puni à tort, etc. Donc, c'est ça une famille toxique véritablement. Voilà. Ok, alors est-ce que sortir d'une famille toxique implique automatiquement entrer dans une relation toxique? Pas automatiquement. Si, alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, je reçois souvent ce genre de témoignages, oui, j'ai eu un père violent, mais j'ai un bon mari. Bon, ce que je dirais, c'est que si entre-temps, il y a une guérison intérieure, ça veut dire qu'on a véritablement pu transcender le passé, qu'on a pardonné à nos parents, qu'on nous-mêmes, on a guéri, qu'on s'est pardonné, qu'on a fait preuve d'indulgence envers nous-mêmes, hein. C'est ça. Lorsqu'il y a eu ça, le partenaire qu'on va attirer à nous sera plutôt aussi quelqu'un qui va nous ressembler, une personne aussi qui aura fait son cheminement, qui sera restauré, qui aura déjà été apaisé des douleurs du passé et il sera bienveillant. Mais lorsqu'on n'a pas fait de guérison intérieure, lorsqu'on entre dans une relation, il y a de très fortes chances que l'on tombe sur une personne qui est malveillante, une personne toxique. Et là, voilà, c'est juste pas bon parce que ça crée d'autres dégâts. Ok. Alors, concernant une jeune fille qui s'est retrouvée, enfin, qui a grandi dans une famille toxique, je prends le cas de la jeune fille parce que l'émission s'adresse essentiellement aux femmes, mais ça pourrait être le cas d'un garçon également. Une jeune fille qui s'est retrouvée, qui a grandi dans une famille toxique et qui se retrouve dans une relation toxique. Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois formuler ma question, mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour changer les choses? Alors, déjà, quand on est dans une relation toxique, il faut fuir. Il faut sortir de la relation. Il faut partir. Si on se rend compte, effectivement, que là, je suis avec quelqu'un de malveillant qui ne me veut pas du bien, il faut s'en aller. Maintenant, on peut être dans un mariage. Maintenant, on peut être dans une situation où le partenaire toxique nous a mis dans l'impossibilité de nous déployer. Ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas de travail, peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants dont on doit s'occuper. On a accouché 3, 4 enfants à la chaîne. Et le départ est donc difficile. C'est normal parce que la personne toxique qui a trouvé un tambour sur lequel il peut taper, il va s'arranger à ce que les conditions soient réunies pour que la personne ne puisse pas s'échapper en réalité. Donc, comme une prise d'otage. Oui. Et il va véritablement justement dépouiller la personne de tous les moyens possibles de s'en sortir. Ça veut dire souvent il y a de l'isolation. Comment il va vous isoler? Il va faire une propagande fausse, beaucoup de calomnies dans votre entourage pour que les gens vous rejettent, que les gens vous abandonnent. Souvent, même s'il voit qu'il y a des proches qui, malgré tout, continuent à vous apporter du soutien et sont capables d'être des personnes qui veulent vous aider à sortir de là, il va se faire du mal à ces personnes afin que ces personnes vous abandonnent. Parce que personne ne veut avoir affaire au petit ami, au copain ou au mari d'une autre personne. À partir de ce moment-là, tu te dis, bon, je laisse tomber, c'est leur couple, ça ne me concerne pas. Donc, là, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faut demander de l'aide. Il faut véritablement demander de l'aide. Parce qu'une relation toxique, c'est une relation où on est en danger. Même s'il n'y a pas de violence physique, comme je l'ai dit, le cerveau ne fait pas la différence. La violence psychologique va déboucher sur une maladie. On peut faire un AVC, on peut développer un cancer, on va développer une hypertension, il y a un mal-être qui sera là,
qui sera toujours manifestée par une faiblesse physique, physiologique en fait. Donc, il faut sortir de là. S'il y a des enfants, il faut aussi sortir les enfants de là et s'assurer que les enfants ne restent pas avec le partenaire toxique. Parce que sinon, un père donne la vie, mais il se reproduit encore dans l'enfant, dans l'éducation qu'il lui donne. Ça veut dire une personne toxique, lui, il veut que ses enfants soient comme lui. Hein. Si quelqu'un, son code de vie, c'est être méchant, il va vouloir transformer ses enfants en des petits monstres comme lui. Donc, si vous partez de votre foyer et que vous laissez vos enfants, ces enfants vont se transformer en l'homme que vous avez fui. Et vous allez vous retrouver, souvent, vous voyez des foyers où il y a des filles qui souffrent, des femmes qui souffrent, et là, mais est totalement incapable de leur venir en aide parce que le fils est, comme le père, quelqu'un de violent, quelqu'un qui n'est pas bienveillant dans son couple. Donc, pour sortir, il faut crier, il faut demander de l'aide, il faut véritablement demander de l'aide. Trouver quelqu'un qui peut vous aider à établir une stratégie pour partir, parce que souvent, c'est pas évident. On va pas soulever les 4 enfants, partir. Souvent aussi, il y a le côté spirituel qui intervient, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'on se confie à lui dans la prière, il y a des choses qui peuvent, des événements qui peuvent amener à cela. Je vais te donner un exemple, Cassandre. Une dame que j'ai accompagnée qui me contacte à un moment donné où elle reçoit des menaces de mort. Il y a 4 enfants. Ils ne sont pas dans la ville principale, ils sont en périphérie. Donc, elle est véritablement en danger. Quand elle me contacte, elle est dans un pays étranger. Je n'ai même pas les moyens d'arriver là-bas. Et je la confie à Dieu et je lui dis de prier et je lui dis qu'il faut qu'on voit comment les choses peuvent se passer. Je lui conseille de demander quand même son affectation dans une autre ville et de voir si ça va passer. Parce que lorsque tu as déjà des menaces de mort comme ça, devant les enfants, devant tout le monde, là on s'en fout déjà. Ça veut dire que le niveau de violence a commencé à passer à un autre niveau. Si la personne se rend compte que tu veux partir, il peut accélérer, il peut perdre les pédales et poser un acte, Donc, ce qui s'est passé, c'est que la dame a eu son affectation dans l'autre ville. Donc, du coup, le fait de partir avec les enfants ne posait plus de problème parce que là, il y avait l'affectation. On n'allait pas laisser les enfants avec le mari. Donc, la dame a pu se déplacer avec les enfants. Donc, voilà un cas d'intervention divine. Hein. Lorsqu'on se confie à Dieu, il agit et il nous permet véritablement de sortir de ce genre de relation et d'avoir des issues heureuses surtout. Amen. Alors, j'étais en train de penser à un cas, enfin, j'y pensais parce que c'est un cas que j'ai vécu. Est-ce que dans la relation toxique, il peut y avoir des formes de syndrome de Stockholm? Je le dis parce que, en fait, je me souviens du cas d'une dame qui était dans une relation toxique et en fait, tout le monde autour d'elle en avait conscience, sauf elle. Donc, quand sa famille, ses amis voyaient un peu comment son conjoint la traitait, même en public, hein, il la rabaissait, il l'insultait, il lui manquait de respect. Et la plupart des gens auraient été au moins frustrés, au moins, comment je peux dire ça, choqués d'être traités comme ça, mais elle avait toujours un petit sourire, elle était toujours en train de dire non, mais c'est pas grave, en fait, c'est comme ça qu'il est, non, mais en fait, vous savez, il est pas méchant. Elle lui trouvait toujours des excuses. C'est parce qu'il a de la pression au boulot en ce moment, c'est parce que sa mère n'est pas très bien en ce moment, c'est parce que si, c'est parce que ça. Quand on se retrouve devant une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne? Dans ce genre de cas, malheureusement, c'est très difficile d'aider la personne. Il y a le syndrome de Stockholm, mais il y a surtout, en fait, pourquoi la dame agit comme ça? C'est parce qu'il y a la menace derrière. Souvent, si c'est une relation, il y a de la violence physique. Ben, si elle ne le couvre pas, elle reçoit les coups. Et si elle ne reçoit pas les coups, c'est les enfants qui reçoivent les coups. Ça veut dire que le conjoint a un moyen de pression. En réalité, si elle agit ainsi, c'est parce qu'elle essaye de se protéger dans la vie de tous les jours. C'est une personne qui croit que même si elle part, il la retrouvera où qu'elle aille. Donc, elle a abandonné, elle a abdiqué. Elle s'est dit, je supporte, ça va aller. On n'a plus de raison de vivre, mais voilà, on vit en attendant que Dieu nous prenne ou bien que le malheur se produise. C'est une personne qui a abandonné, véritablement qui a lâché prise.
comment séparer ce genre de personnes, c'est extrêmement difficile. Parce que pour que quelqu'un ait ce roulant de colère qui va naître et qui va dire assez, c'est assez, je pars, il va falloir qu'elle encaisse beaucoup, énormément. Il y a beaucoup de familles où on a vu les mamans laisser les papas même faire du mal aux enfants et être incapables d'agir pendant des années et des années. Donc, souvent, malheureusement, ça se termine mal. C'est pour ça qu'on dit que les relations toxiques, on n'est pas en train de s'amuser, en fait. C'est pas des jeux d'enfants. C'est quelque chose d'extrêmement grave qui entache la santé mentale des personnes qui les subissent et même des enfants qui naissent dans ce genre de foyer-là. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut essayer toujours de se rapprocher de la dame. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas abandonner la personne. Parce que l'entourage immédiat a tendance à laisser tomber en se disant, bof, de toute façon, on a déjà parlé, elle ne fait rien. Mais il faut se positionner, il faut essayer de comprendre ce qu'elle vit, se mettre à sa place, se dire que c'est de l'embrigadement psychologique et qu'elle, en réalité, elle est une victime, elle est une proie. Ne pas cesser d'être à côté d'elle, de veiller surtout, parce que des fois, le pire se produit, Beaucoup de fois, on va vous appeler pour dire non, la dame, elle a fait un AVC ou bien elle est tombée, elle est morte, alors qu'il y a eu une bagarre. Il y a eu des fois des cas de violence où c'était à la énième fois qu'on a battu la dame qu'elle est morte, mais c'était pas la première fois, vous voyez. Donc tout ça, c'est des choses qui font que il faut pas abandonner la personne qui vit ce genre il faut veiller à ce qu'elle soit un minimum en sécurité, elle et ses enfants. Alors, je veux poser une autre question, mais cette fois-ci concernant la personne toxique. Parce que du coup, quand on parle de relations toxiques, on s'intéresse souvent beaucoup à la victime. Et on oublie souvent que la personne toxique est elle-même une victime, entre guillemets, puisque sa réaction est issue des blessures qu'elle a également subies. Dans le cas où je me retrouve face à une personne toxique, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Enfin, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir aussi du côté de la personne toxique et pas que du côté de la victime? Alors, il y a des niveaux de toxicité. Il y a des personnes qui sont plus ou moins, qui ont peut-être un caractère un peu rude, mais c'est pas si grave. C'est des personnes qui sont restées connectées avec leur émotivité, qui sont encore capables d'empathie et qui peuvent se reprendre à certains moments. Mais il y a un niveau de toxicité qu'on appelle la manipulation perverse narcissique qui est pratiquement irréversible. C'est comparable à la folie blanche. On va dire qu'il y a une fracture psychotique, voilà, que le sujet est absolument incapable d'empathie, donc incapable de ressentir même des émotions. Des émotions. Et s'il est mauvais, s'il est méchant, s'il fait des choses mauvaises, c'est parce qu'il cherche des stimuli. C'est parce que lui-même, il a besoin de ressentir qu'il est vivant. Et on a souvent l'habitude de dire que c'est comme c'est un schéma qu'il répète de manière totalement instinctive sans être capable lui-même de faire autrement. Là, je dirais qu'on n'en guérit pas. Je dirais que ce n'est pas possible de changer. Mais je conseillerais surtout de ne pas essayer, qu'une personne ne se positionne pas en disant « moi, je vais essayer de le changer ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais encaisser tout en me comportant de manière à l'amener à changer. Ce n'est pas possible. Les personnes toxiques vont de victime en victime, de proie en proie, parce qu'ils savent que effectivement la proie va se lasser, elle va partir, ou bien à un moment donné, il n'y aura plus rien à tirer d'elle. Lorsqu'elle sera tellement démunie, on n'aura plus ces stimuli, il n'aura plus ces stimuli qui l'attendent. Donc, il va changer de proie, il va aller vers quelqu'un d'autre. Et vers la fin de sa vie, il va se retrouver, tout le monde l'aura abandonné, ou tout le monde aura abandonné la dame si c'est une femme. Et il va mourir même juste parce qu'il n'y a plus personne avec qui sur qui il pourrait déverser sa violence. Pour la manipulation perverse narcissique, c'est un peu dramatique. Mais pour les personnes de foi, voilà, il faut pas cesser de prier pour la personne. Je pense que Dieu peut véritablement changer un cœur. Et je pense que lorsqu'on se rend compte que quelqu'un souffre de ça, il faut prier pour sa guérison intérieure. Parce que c'est aussi une personne qui a subi des choses très difficiles.
le détachement, en fait, la fracture se fait quand il a tellement eu mal que il ne veut plus affronter ça. Donc, du coup, son être intérieur va juste devenir un monstre. Et on a souvent entendu des histoires comme Mr. Hyde ou Dr. Jekyll, tu vois. Les tueurs en série et tout ça, oui. En fait, les tueurs en série, c'est des pervers narcissiques. Totalement, hein, parce que c'est le profil. C'est le profil. Ok. Alors, on est pratiquement arrivé à la fin, mais j'avais encore une question qui, pour moi, est importante. C'est, quand tu parlais tout à l'heure de la foi, c'est un constat que j'ai fait personnellement. Après, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le sujet pour savoir si ce que je dis est vrai. Mais j'ai constaté qu'en général, l'Église reste très ignorante et très en retrait des relations toxiques. Parce que plusieurs fois, il y a des femmes qui se sont retrouvées dans la situation, qui sont allées voir leur responsable spirituel et la sentence qui est sortie tout de suite, c'est voilà, en Dieu, il n'y a pas de divorce. Bref, se séparer n'est pas une alternative à la situation. Il faut prier, il faut jeûner, il faut... je ne sais pas, est-ce que d'après toi, bon, après, on n'est pas ici pour refaire le monde, quoique, on ne sait pas, hein? on pourrait par cet échange quand même déclencher des choses. Mais comment est-ce que tu penses qu'au niveau de l'Église, quand je dis l'Église, je pense au corps de Christ, les pasteurs, les ministres, les conseillers et tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Parce que du coup, on se retrouve avec des couples qui connaissent le Seigneur, on va dire. Donc, même le partenaire toxique, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est quelqu'un qui vient à l'église, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui, les gens qui le voient de l'extérieur ont l'impression que c'est quelqu'un de normal, entre guillemets, que c'est un ange, alors que chez lui à la maison, c'est un tyran. Alors, comment est-ce que les hommes d'église, les hommes de Dieu, les ministres, les conseillers et tout ça pourraient intervenir pour essayer d'aider les victimes et les personnes toxiques à normaliser leurs relations? Déjà, je pourrais dire on a comment dire, un niveau de tolérance à la violence très élevé. Ça veut dire qu'on a l'habitude de voir des personnes qui critiquent, des personnes qui parlent mal, mais on trouve pas ça, bon, voilà, c'est son caractère, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. Mais à partir de ce moment-là, on accepte la toxicité. J'ai dit que la violence verbale, c'est un signe de toxicité, en fait. C'est un signe déjà extérieur qu'une personne est toxique. Maintenant, dans nos assemblées, comment on prépare deux personnes au mariage? Lorsque un couple de cheminants vient et il sollicite l'accompagnement de leur père spirituel, il faudrait que l'homme de Dieu soit suffisamment sensible pour dire que voilà, ici, il y a ça, ça je ne tolère pas, ça je n'accepte pas. Un homme devrait être comme ça, une femme devrait être comme ça. Mais à partir du moment où on se dit que la correction est normale et qu'une épouse devrait juste se soumettre, que l'on est carré, etc. Souvent, effectivement, on passe à côté du véritable problème. Je voudrais dire ici, je pense que c'est permis de le dire, si tu permets qu'on refasse le monde sur notre canapé. Refaisons le monde depuis ce canapé. Il devrait y exister des départements santé mentale dans nos assemblées. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas encore restaurés eux-mêmes de leurs blessures. Exactement. Et c'est ça qui fait que ils ne sont pas capables de discernement dans les autres couples, en fait. On a eu la malheureuse histoire de la chantre nigériane qui est décédée, et moi j'ai suivi la vidéo où le pasteur disait que pendant plus de 20 ans de violence conjugale, il n'avait jamais été au courant de ce qui se passait. Et moi, je me suis dit, mais le Saint-Esprit même aurait révélé, quoi. Ça veut dire, ce sont tes enfants dans la foi. Et tu aurais quand même eu cette intuition-là, que cette femme vivait une souffrance terrible. Le mari était pasteur, il était bien comme il faut. Et elle est morte. Et quand on apprend l'histoire, c'est 20 ans, 20 années de violence conjugale. C'est toute une vie, en fait. C'est toute une vie.
et elle rendait ministère, elle souffrait devant des gens, il y avait des gens qui étaient au courant, mais tout le monde tolérait, les gens acceptaient. Et elle-même en victime ne voulait pas, non, il ne faut pas, puisqu'on ne peut pas divorcer, puisqu'il y a cette sentence-là qui dit que le mariage chrétien, voilà, tout le monde doit respecter et tout. C'est vrai, les textes sont ce qu'ils sont, mais notre Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Et je pense qu'il y a des hommes de Dieu très sages qui ont pu établir les conditions pour lesquelles un couple serait appelé à se séparer. Lorsqu'il y a de la violence physique, le plus urgent, au moins lorsqu'on constate la violence physique, c'est de demander une séparation de corps parce que c'est juste impossible qu'ils restent dans la même maison. Ça va continuer, quoi qu'on dise. Il faudrait aussi encourager les hommes et les femmes qui ne sont pas capables de refréner cette violence, de refréner leur penchant, leur mauvais désir et tout, à faire des thérapies. Aujourd'hui, il faut véritablement qu'on pense à ça. On a l'habitude de croire qu'on est né de nouveau, on a donné nos vies à Jésus et voilà, on est restauré. On est rempli du Saint-Esprit. Et puis c'est bon. Pourtant, on reste des malades tant qu'on n'est pas guéri intérieurement, tant qu'on n'a pas donné cela à Christ, tant qu'on n'a pas intentionnellement décidé de faire un cheminement de guérison, de dire voilà Seigneur, je reconnais que j'ai ce problème-là, que je n'arrive pas à gérer et je viens te demander de m'aider. Voilà, je pense qu'il faut qu'on intègre ça. L'accompagnement psychologique dans nos assemblées, c'est très important. Ok, et donc on arrive à la dernière question. Déjà, c'était tellement bien. Oui, c'était trop cool. J'aurais voulu qu'on reste encore sur ce canapé. Alors, le mot de la fin, comme j'ai l'habitude de le demander, quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune femme qui est sortie d'une famille toxique et qui se prépare à entamer une vie amoureuse? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Quel est le travail qu'elle doit faire? À quoi est-ce qu'elle doit faire attention? Alors, lorsqu'on se rend compte qu'on est sorti d'une famille toxique, une famille atypique, souvent on n'arrive pas à mettre les mots parce que souvent c'est comme si on condamne les parents, voilà, et en Afrique et même dans le milieu chrétien, voilà, honorer les parents c'est important, mais il faut faire face à cela. Je crois que la première des choses c'est de faire une introspection. Je ne peux pas entrer en relation tant que je sais que je viens d'une famille peut-être de parents divorcés, tant que je sais que je viens d'une famille peut-être de parents polygames, il y a eu de la polygamie, il y a eu des injustices, peut-être ma mère a été répudiée, ce genre de choses. Il ne faut pas juste se dire que je vais entrer dans un mariage et je vais changer le cours de l'histoire, je vais être celle qui va racheter ma famille. Non, il faut prendre le temps de guérir. Il faut guérir de son passé. Certes, la volonté de Dieu, c'est que effectivement, cela ne se passe pas comme ça pour cette jeune fille-là. Mais il faut prendre le temps de se soigner intérieurement, de reconnaître que oui, j'ai cela en moi, j'ai telle blessure, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, etc. Je prends le temps, même avec Christ, même avec Jésus, de dire que Seigneur, j'ai besoin de guérir. Voilà mon cœur, voilà mon histoire, voilà mon passé, voilà la famille d'où je viens. Mais aussi, il faut avoir conscience de son identité en Christ. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ne sont plus nés de la volonté d'un homme, ni du sang, ni de la chair. Voilà. Il faut faire valoir notre identité en Christ. Avoir conscience que nous sommes coupés de cet héritage générationnel-là. Et si possible, faire une thérapie avec un coach, avec un thérapeute ou avec un psychologue. Voilà, laisser le Saint-Esprit nous orienter vers les personnes qui pourront véritablement nous apporter de l'aide. Voilà. Ok, merci beaucoup Francine. Merci, bon, Cassandre. On est arrivé à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur la relation toxique qui vous aideront à bâtir des relations saines. Si j'ai une chose à dire à une jeune fille aujourd'hui, c'est ne sois pas pressée de te marier. Vraiment, si tu as connu un passé atypique, comme Francine l'a dit, si tu n'as pas connu ton père, si tu n'as pas connu ta mère et que cela a généré une forme de souffrance en toi, prends vraiment le temps de guérir de cela, prends le temps de fixer les choses,
d'arranger les choses pour t'assurer que vraiment tu vas attirer la bonne personne. Parce que finalement, on attire la personne qu'on est. Hein, la loi de l'attraction, on attire la personne qu'on est. Donc, prenons le temps de nous rebâtir, de nous reconstruire, d'être restaurés, d'être guéris, pour être sûr qu'on attire la bonne personne, une personne qui nous ressemble. Donc, si vous avez besoin de contacter Francine pour une raison ou pour une autre, comme d'habitude, je mettrai ses coordonnées dans la description et vous pourrez vous rapprocher d'elle pour l'encourager ou alors pour vous faire accompagner, pourquoi pas. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur en Jésus et à très bientôt pour une autre émission, une autre femme et une autre trajectoire. Au revoir.